Bonsoir à tous, je m'appelle Anne-Sophie Dubet, je suis doctorante à l'École des Mines et à la Fabrique de l'Industrie. Donc pour la table ronde qui suit, Jean-Yves Bonnefond, vous êtes docteur en psychologie du travail et enseignant-chercheur au Centre de recherche sur le travail et le développement du CNAM. Vous venez de sortir un ouvrage qui s'intitule « Agir sur la qualité du travail » et qui porte sur l'expérimentation sociale que vous avez menée avec vos collègues du CNAM et Renault à l'usine de Flins. Vous y décrivez la mise en place, depuis 2014, d'un dispositif de dialogue ou délibération collective sur le travail bien fait entre pairs, lignes hiérarchiques, direction et organisation syndicale. Vous montrez en quoi cette coopération conflictuelle, rendue possible par la création d'espaces structurels dédiés, peut être source à la fois d'efficacité et de santé au travail. Chez Renault Flins, l'absentéisme a baissé sensiblement en 3 ans et le nombre d'accidents au travail a été divisé par 4. Aliette Mounier-Lompré, vous êtes vice-présidente senior chez Orange. Depuis l'été dernier, vous dirigez un département de 8000 salariés qui déploie et opère les services destinés aux entreprises clientes d'Orange. Avant cela, vous étiez vice-présidente d'un autre département d'Orange pendant près de 3 ans qui gère la planification et la construction des réseaux à l'international. Avec la chaire FIT2, nous sommes allés interroger une quinzaine de personnes au sein de cette dernière organisation dans le but de comprendre comment vous vous êtes inspiré de l'holacratie pour gagner en agilité dans un monde à dominante technique débordant de process. Pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers avec cette notion, l'holacratie, en quelques mots, est un mode d'organisation qui éclate la fonction du manager. D'après ce modèle, toutes les décisions doivent être prises de manière décentralisée par les équipes elles-mêmes, qui se coordonnent donc directement entre elles pour effectuer le travail opérationnel. Enfin, Mathieu Battistelli, vous êtes doctorant au Centre de recherche en gestion de l'École polytechnique, sous la supervision de Nathalie Rollet-Crozet et Véronique Steyer. Vous vous intéressez, vous aussi, à l'holacratie dans votre thèse. Depuis septembre 2017, vous avez eu l'occasion d'observer l'évolution des pratiques managériales chez Mobilwood, une PME bourguignonne de 70 personnes spécialisée dans l'agencement d'espaces commerciaux. Mobilwood présente la particularité d'avoir récemment réintroduit la fonction de manager, après l'avoir supprimée en 2016 lors de la décision des dirigeants de réorganiser l'activité en cercle holacratique. Dans le cadre de votre thèse, vous avez choisi de mettre l'accent sur le fonctionnement et l'évolution du cercle RH, afin d'analyser comment les salariés peuvent gérer eux-mêmes les problématiques de cette nature. Vos recherches chez Mobilwood ont fait l'objet d'un chapitre dans le livre dirigé par Laurent Kersinti, et d'une synthèse qui viendra prochainement enrichir la base de cas entretenue par la chaire FIT2. Merci donc à vous trois d'avoir accepté de participer à cette table ronde. J'aimerais à présent vous inviter à répondre chacun à la question suivante. Selon vous, quels doivent être les nouveaux rôles de l'encadrement? Cette question en soulève plusieurs. Notamment, pensez-vous qu'il est désirable de réduire le nombre de postes d'encadrement, voire de les supprimer, ou des figures d'autorité classique s'avèrent-elles primordiales pour bien coordonner l'action collective? De manière connexe, dans quelle mesure les managers devraient-ils, selon vous, devenir des coachs, des leaders? Et enfin, diriez-vous que les managers adoptent facilement la nouvelle posture qui est attendue d'eux? Ce changement est-il également bien vécu par les autres employés? In fine, comment les salariés, et en particulier les cadres, peuvent-ils être accompagnés pour favoriser cette transition? Je laisse la parole à M. Bonnefond pour commencer. Je vais peut-être aussi. Je crois qu'il y a l'autre, ouais. Si vous avez à m'interrompre, c'est mieux. Bonsoir. Alors, je vais, comment dire, je vais commencer par peut-être une bizarrerie par rapport à la question, parce que ce que je vais chercher à vous dire, c'est que je suis pas sûr, enfin je dis ça, je dis je parce que c'est moi qui suis là, mais au titre de l'expérience qu'on a faite à Flins et des recherches qu'on mène par ailleurs, je suis pas sûr qu'il faille se centrer sur l'encadrement, quoi. Voilà, je suis pas sûr que le cœur du réacteur des transformations soit la fameuse réforme du management, quoi. J'ai peur. Je vous le dis même le fond de ma pensée, j'ai peur que quand on se dise ça, on soit dans un peu plus de la même chose depuis longtemps, à la quête des nouveaux managers, quoi, hein. D'ailleurs, j'ai trouvé intéressant
ce qui a été dit avant, hein, c'est ce rappel quoi, sur le fait que les problèmes qu'on a aujourd'hui dans nos organisations, ils sont pas ils sont pas d'aujourd'hui. Hein. Comment aller à la rencontre de l'initiative des salariés, comment développer des coopérations. Comment développer du collectif, de l'intelligence. Enfin, je veux dire, franchement, merci à nos prédécesseurs d'avoir souligné ça tout à l'heure, parce que ça date, quoi. Et j'allais dire, pour moi, la plus grande question, c'est qu'est-ce qui fait que ça date autant et qu'on en soit presque à redire la même chose. Voilà. Alors que beaucoup de choses ont été testées. Ça a été rappelé aussi tout à l'heure. Et donc la grande question, c'est qu'est-ce qui fait que nous, à notre époque, on trouve pas à tirer bénéfice de quelque chose qui s'est déjà passé. Alors nous, l'expérience modeste, hein, je veux faire de leçons à personne, parce que vous voyez, c'est un problème ce que je dis là, parce qu'en même temps, c'est tout de suite potentiellement arrogant, quoi. Donc c'est compliqué. Mais donc c'est pas ma position. J'espère. En tout cas, qu'elle va pas être ressentie comme ça, mais parce que au fond, je la pense vraiment. Enfin, je dis encore une fois, on est plusieurs. Hein. Si je prends l'exemple de l'expérience de Flins, par rapport, par exemple, à la question qui a été soulevée tout à l'heure, de comment des transformations qui sont nées généralement de contraintes du réel, puis de dirigeants qui décident qu'il faut changer quelque chose. Voilà. Comment on passe de ça à quelque chose qui supporte durablement des transformations qui, j'allais dire, dépassent ces personnes et survivent aux nouvelles contraintes, les développent, etc. Alors, à la petite échelle de l'expérience de Flins, on est obligé de constater que ce qu'on a fabriqué, quand je dis on, là, j'intègre l'usine, c'est-à-dire l'entreprise Renault, l'usine de Flins, l'équipe de recherche, on a fabriqué quelque chose qui, pour l'instant, résiste à 3 directeurs d'usine et concerne 4500 salariés. Et pour ceux qui connaissent les process industriels, c'est à la fois des contraintes qui peuvent être des très grandes ressources, hein, mais comment dire, on peut pas. Enfin, bref, pour ceux qui connaissent l'usine, c'est compliqué, quoi. Hein, mais on peut pas se dire on va libérer, quoi. Comme ça, il y a un process industriel et lui, il a besoin d'ordre. Hein, et donc ça, en fait, j'avais envie de prendre le problème de l'encadrement parce que, par contre, on a un grand souci de l'encadrement. Hein. Ce que je vais dire là n'est pas une contre-hiérarchique. Mais j'allais dire, il a les épaules, il a bon dos, quoi, l'encadrement. Hein. Parce que finalement, au bout du compte, si on fait l'addition, c'est quand même lui qui est mauvais depuis le début, quoi. Enfin, depuis le début, depuis longtemps. Puisqu'on est tout le temps en train de se demander pourquoi on en est encore là. Donc, en fait, il est pris dans la ligne hiérarchique est prise dans un problème qui n'est pas soluble par la ligne hiérarchique uniquement. Voilà. Alors nous, ce qui a été fabriqué à l'usine de Flins, c'est de nouveaux interlocuteurs. Ceux dont on disait tout à l'heure, oui, ceux qui font le travail, finalement, c'est quand même ceux qui sont pas les plus mal placés pour en faire quelque chose dans l'organisation, en tout cas pour en dire quelque chose. Ça veut pas dire qu'ils ont raison sur tout, ça veut pas dire en tout cas qu'ils ont à discuter de tout, mais généralement sur ce qu'ils font, ils sont pas les plus mal placés. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a rien inventé, sauf que depuis le temps que ça dure, on a un vrai problème, quoi. Comment ça se fait que les choses bougent pas? Alors, l'expérience de Flins montre une chose, c'est qu'il faut de l'organisation, beaucoup d'organisation, il faut de la structure, hein, et pas uniquement de l'énergie libérée. Ça, alors là, pour le coup, l'énergie libérée, ça se disperse. Ça suffit pas. Donc, ça doit s'organiser, se structurer. Et on a plusieurs niveaux de problèmes. Est-ce que, par exemple, les tâches du collectif. Les tâches du collectif, c'est pas la panacée, le collectif, hein, c'est un gros bazar. Hein. Donc, ils sont bien placés pour savoir ce qui se passe, et 2, il leur faut les moyens de délibérer sur le travail, de se confronter entre pairs.
Vous voyez, là par exemple, tout de suite, on a un problème. C'est quand je dis entre pairs, c'est où est la hiérarchie. Et aujourd'hui, on est forcé de constater que dans ce qui se déploie, on a toujours l'idée que c'est le manager qui doit absolument animer. Oui, il a une fonction décisive, le manager, mais il a aussi à s'écarter et avec lui l'organisation. De l'organisation du dialogue au sein du collectif de travail qui doit délibérer sur les soucis des opérationnels de premier rang. Pourquoi pour faire du bon boulot. On discute de quoi là en fait? On discute de l'efficacité, de la performance, de la qualité du boulot. D'abord parce que c'est bon pour les produits, pour les services, pour les usagers, pour les patients, et ensuite parce que c'est bon pour la santé des professionnels. Ça suppose de l'organisation du collectif. Ensuite, ça suppose d'instruire des dossiers qui sont problématiques, qui dépassent évidemment le périmètre du collectif de base et qui là interpellent l'organisation, la hiérarchie. Eh ben, ce droit à l'initiative sur les problèmes, ce droit de solliciter à ce que l'organisation discute des problèmes soulevés. C'est pas la même chose que décréter de la participation, de l'autonomie, etc. C'est donner un droit à l'initiative du collectif pour interpeller l'organisation sur la nécessité qu'elle doit se pencher sur tel ou tel problème. Mais une fois qu'on a dit ça, on a un énorme problème, c'est comment on organise ça. À Flins, on n'a pas trouvé d'autre voie et on l'atteste par ailleurs et ça nous confirme que c'est quelque chose qui tient la route. À Flins, ce qui a émergé, c'est la question d'opérateurs référents élus, désignés par le collectif. Voilà. Donc aujourd'hui, vous avez des opérateurs désignés sur les chaînes par l'élection pour structurer les dialogues entre pairs autour des problèmes, circuler sur les postes, vérifier qu'on a les mêmes problèmes avec les contre-équipes, trouver les moyens, circuler, avoir du temps dégagé par l'organisation pour instruire les problèmes au niveau opératoire. Et ensuite être donc légitime au nom du travail, au nom des pairs, pour aller dire et circuler dans l'organisation. Et là, on dépasse le simple périmètre de la pauvre hiérarchie intermédiaire qui est là au bout du bout, qui est censée tout régler. Elle doit évidemment être une interlocutrice de premier niveau là-dessus, mais très vite, elle est limitée. Et donc, ces opérateurs de premier rang, mandatés, référents, doivent pouvoir circuler dans l'organisation, dans les instances dédiées à des transformations sur le travail, jusqu'au dialogue social, puisqu'à l'usine de Flins, vous avez une commission tripartite qui réunit les organisations syndicales, la direction et opérateurs référents qui travaillent en coopération conflictuelle sur les obstacles à l'efficacité du dispositif. De fait, qui cherche à perdurer depuis. Voilà. Donc, je voulais dire que l'encadrement, il a besoin, je crois, de cette ressource-là qui ne passe pas que par lui. Il faut faire quelque chose de l'asymétrie de la division sociale et de la division hiérarchique, quelque chose, en faire un moyen, une ressource pour la performance et pour la santé. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc moi, comme le décrivait Anne-Sophie, je travaille dans un grand groupe, Orange. Je me considère comme une débutante de l'entreprise libérée. J'ai mené une expérimentation pendant 3 ans. En 3 ans, on peut faire beaucoup de choses et en même temps, c'est un temps très très court à l'échelle des transformations dont on parle. Et donc finalement, j'ai hésité à venir sur cette scène parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur raconter? Parce que je me considère, encore une fois, je me considère pas comme une experte du sujet. Et en même temps, je me suis dit, finalement, cette question de la transformation radicale vers beaucoup plus d'autonomie dans un grand groupe, c'est une question, j'imagine, qui se pose pour certaines personnes dans cette salle, et donc je trouvais que ça pouvait être intéressant de témoigner. Donc mon point de départ, ça a été, j'arrive dans une équipe très technique, donc qui déploie, qui construit des réseaux partout dans le monde sur la base de câbles sous-marins, de satellites. L'équipe, donc c'était à peu près 400 personnes dans 25 pays. Et puis je me rends compte que donc un budget d'investissement annuel d'à peu près 700 millions d'euros, je me rends compte la semaine de mon arrivée que au premier euro de dépenses, ça passe en validation chez moi.
Donc je vais passer dans les premières semaines mes journées à valider des dépenses, à prendre des décisions sur finalement des sujets que je maîtrise plus ou moins bien, souvent pas beaucoup. Donc dans ces cas-là, ce que vous faites, c'est que vous vous tournez vers vos collaborateurs pour leur demander ce qu'ils pensent qu'il faudrait faire, et puis sur la base de leurs recommandations, vous validez dans les outils. Et puis j'ai regardé aussi la tête de mon emploi du temps dans les premières semaines. En gros, mon emploi du temps était rempli, parce que j'avais récupéré l'emploi du temps de mon prédécesseur, était rempli de réunions de validation. Alors on appelle ça chez nous des steering committees, où des grands chefs se réunissaient pour prendre des décisions. Et donc en général, un sachant, quelqu'un qui maîtrisait le sujet, venait nous présenter un dossier. Là aussi, on avait des recommandations de nos collaborateurs qui avaient étudié le dossier au préalable, qui nous disaient en gros quoi valider, et puis à la fin de la réunion, on disait oui ou non. En général, on disait oui. Et assez vite, je me suis rendu compte que ce mode de fonctionnement, me convenait pas du tout. J'allais pas pouvoir survivre dans ce mode de fonctionnement-là. Et puis que c'était clairement pas satisfaisant pour l'ensemble des collaborateurs. Et puis qu'en termes de performance économique, de performance opérationnelle, c'était juste pas, ça fonctionnait pas. Et donc pour revenir à la question du rôle du dirigeant, je suis passée de cette situation-là de départ à une situation 3 ans plus tard où je ne prenais plus aucune décision opérationnelle au quotidien dans mon équipe. Et donc j'ai fonctionné complètement par expérimentation, peut-être qu'on y reviendra. Ça s'est fait par étapes, par petites touches, et par contre j'ai gardé certaines attributions. Donc encore une fois, c'est un témoignage. Comment dire, il y a sûrement beaucoup d'autres modèles qui existent. Moi, la manière dont on a fonctionné, en s'inspirant de l'holacratie et en le touillant un petit peu à notre sauce, c'était l'idée que moi, en tant que responsable de l'entité, je gardais le pouvoir de décision sur la stratégie de manière générale. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne faisait pas de la co-construction et qu'on n'utilisait pas des outils d'intelligence collective au quotidien, mais les grandes décisions stratégiques, in fine, c'était de ma responsabilité. Les grands arbitrages sur les priorités, que ce soit les priorités d'investissement ou des priorités d'allocation budgétaire sur des montants importants et des décisions qui étaient structurantes pour l'entité, elles étaient restées à ma main. Et puis, j'avais aussi un rôle que j'appellerais d'allocation des rôles. C'est-à-dire que dans un fonctionnement holacratique, on fonctionne par cercle. Dans les cercles de proximité, c'est moi qui allouais les rôles, donc qui décidais que telle personne allait jouer tel rôle et donc allait avoir tel pouvoir de décision. Donc le pouvoir de décision à l'arrivée, il était beaucoup plus décentralisé, mais j'avais quand même à ma main ce pouvoir de décision, d'allouer le pouvoir de décision. Et puis, bien sûr, le rôle que j'avais, et je pense que le rôle du dirigeant dans tout ça, parce que la transformation, elle est jamais terminée, c'est justement d'orchestrer cette transformation, de donner du sens, d'expliquer pourquoi on y va, de provoquer aussi la prise de conscience parce que souvent, on ne sait pas qu'on ne sait pas. Hein. Il y a finalement beaucoup de gens qui n'imaginent même pas qu'un autre fonctionnement peut être possible dans un grand groupe. C'est ensuite allouer du temps à cette transformation, parce que changer les modes de fonctionnement, finalement, on s'attaque quand même à 100 ans de taylorisme, hein, donc arriver à changer ces modes de fonctionnement, ça nécessite du temps, ça nécessite de l'énergie, et donc il faut que le dirigeant libère cet espace-là pour que tout le monde s'empare du sujet. C'est mettre beaucoup de clarté sur les zones de liberté et les zones qui sont pas négociables, encore plus dans un grand groupe qu'ailleurs, parce qu'il y a des politiques RH, il y a des politiques budgétaires, et si on commence à être dans un flou en expliquant qu'on va apporter plus d'autonomie, mais que certains sujets clairement ne donneront pas lieu à plus d'autonomie, on perd toute crédibilité si on n'est pas très clair dès le départ sur les règles du jeu. Et puis, c'est aussi mesurer les résultats, s'assurer qu'on met en place une boucle de retour des salariés, si possible de manière anonyme, en tout cas au départ, parce que la parole en général elle n'est pas complètement ouverte au départ. S'assurer qu'on a un retour pour mesurer l'impact de ce qu'on fait sur la satisfaction des salariés, sur la performance, et pour pouvoir réajuster les décisions qu'on prend. Et enfin, mon dernier point, c'est aussi dans le rôle du dirigeant, c'est bien sûr cette logique d'exemplarité, être exemplaire et soi-même accepter de progressivement lâcher du terrain. Et c'est là que c'est difficile sur le rôle de l'encadrant, le rôle du manager historique. Moi, combien de fois j'ai été accroché à ma table où j'avais décidé que j'allais pas prendre des décisions sur tel ou tel sujet et j'avais explicitement alloué le rôle de décision sur un sujet donné à quelqu'un dans l'organisation. Vous êtes dans une réunion, vous pensez avoir la réponse, vous
Vous pensez savoir quelle décision il faut prendre et vous êtes accroché à votre table en vous disant voilà, non, aujourd'hui je la ferme, je vais pas m'imposer et donner mon avis. Et ça, c'est un travail sur soi. Ça donne l'impression de perdre du temps souvent parce qu'on se dit on pourrait gagner du temps si on donne la réponse. Et donc tout ça, c'est une logique d'investissement, se dire que voilà, on investit du temps, on investit de l'énergie, on accepte parfois de perdre du temps à court terme pour faire monter en compétences, monter en autonomie, faire grandir toute l'organisation. Voilà. Merci. Donc, bonsoir à tous. Moi je suis là parce que je fais ma thèse dans une petite PME qui est située dans Lyon, qui s'appelle Mobilewood. Alors c'est une entreprise qui est leader dans le domaine de l'agencement de magasins, notamment dans le bio. Donc si vous êtes déjà rentré dans un Biocoop, très certainement que le mobilier que vous avez vu, les dispositifs de vente en vrac que vous avez vus viennent de cette petite usine dans Lyon, à côté d'Auxerre. Et donc cette entreprise est un cas exemplaire à plusieurs titres. D'une part parce qu'elle mélange, elle a une réalité industrielle, donc c'est-à-dire qu'ils fabriquent sur place du mobilier. Donc ça veut dire quand ils ont cherché à libérer l'entreprise entre guillemets, ils ont aussi cherché à libérer leur atelier de production, en plus de la partie bureau. Et quand ils ont mis en place cette démarche d'autonomisation, ils l'ont fait par l'intermédiaire du modèle de l'holacratie. Alors Anne-Sophie tout à l'heure a essayé de définir ce qu'était l'holacratie. Je voulais juste revenir en très peu de temps dessus. En fait, pour moi, l'holacratie, c'est peut-être pas très clair pour tous, c'est deux mots, c'est un code et c'est une promesse. Alors c'est un code comme un code civil en fait. L'holacratie, c'est un document qui va venir compiler tout un ensemble de processus qui sont pour la plupart issus de l'auto-organisation. Et c'est une promesse dans la mesure où l'holacratie vous dit si vous appliquez ces processus-là, en gros, vous allez réussir à autonomiser vos salariés. Voilà, je fais un petit peu vite, mais l'idée c'est ça. Et donc moi, ce qui m'intéressait, c'est face à un modèle qui porte une telle promesse, qui est un projet participatif très fort, c'est finalement savoir quel est l'impact de ce projet-là sur l'entreprise, et notamment comment le fait de mettre un modèle holacratique, donc issu de l'auto-organisation, comment cela va affecter le management intermédiaire, donc tous les managers intermédiaires. Alors, ce qui est très intéressant, le dernier aspect sur lequel l'entreprise Mobilewood est remarquable, c'est qu'ils sont allés vers l'holacratie, ils ont supprimé le management intermédiaire, et il y a maintenant 6 mois, ils l'ont réintroduit. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Je vais essayer de vous expliquer. Donc, au début de l'holacratie, c'est en avril 2016, l'entreprise passe du jour au lendemain en holacratie, donc vous avez une belle cérémonie où vous avez le dirigeant qui signe un papier, les dirigeants qui signent un papier comme quoi ils s'engagent à donner le pouvoir aux salariés. Et en fait, très vite, ce qui s'est passé au bout de l'été suivant, donc 3 mois après, c'est qu'il y a eu un très très grand désordre organisationnel dans l'entreprise. Donc c'est-à-dire qu'en gros, ils n'arrivaient pas à produire assez rapidement, ils n'arrivaient pas à servir tous leurs clients en temps en heure. Donc voilà, on a un cas où une entreprise qui met en place l'holacratie, qui y croit et qui en fait voit la preuve que finalement les processus holacratiques, les processus d'auto-organisation pour autonomiser les salariés ne fonctionnent pas. Donc le dirigeant fait aussi ce constat et donc il corrige le tir assez rapidement, mais il ne va pas réintroduire de hiérarchie tout de suite. Il ne va pas réintroduire la fonction de manager tout de suite. Ce qu'il fait dans un premier temps, c'est qu'il va insister énormément sur les notions de coaching et de leadership. Donc en gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller voir les salariés qui étaient les plus formés, les plus aguerris aux techniques de l'holacratie, et il va leur dire, écoutez, vous allez vous former au coaching rapidement, et vous allez dans l'organisation voir les équipes dans l'usine notamment, puisque c'est là où il y a eu les problèmes de coordination les plus aigus. Vous allez voir dans l'usine les équipes, et vous allez les aider à gagner en autonomie. Donc il leur a libéré du temps, il a libéré un certain nombre de ressources pour faire en sorte que ces individus aillent dans les endroits les plus problématiques de l'entreprise. En parallèle, les dirigeants, parce qu'il y en a 2, se sont eux-mêmes formés aux techniques de coaching, aux techniques de leadership, notamment par l'intermédiaire du développement personnel, et ont énormément travaillé sur le sens qu'ils voulaient donner à leur aventure entrepreneuriale. Et non seulement ils ont cherché à définir ce que ça voulait dire pour eux développer leur entreprise, mais ils ont cherché à le diffuser dans l'organisation de manière assez massive.
Et dernier point, ce qui a été fait dans cette entreprise, c'est que ce système de coaching a été généralisé à toutes les équipes de l'entreprise, ce qui fait que les dirigeants, en lien avec chacune des équipes qui composaient l'entreprise, sont allés les voir et ont nommé, donc c'était un petit peu par cooptation, dans chaque équipe, un binôme de coach et de coordinateur, ce qui s'appelait un binôme leader, qui était chargé de structurer l'équipe, d'affecter les ressources, de suivre la performance et d'essayer de tenter de régler des problématiques bloquantes. Donc là, on a quelque chose d'intéressant qui se passe, c'est que on réintroduit finalement un binôme, donc un couple, des attributs du manager, mais sans les appeler manager. Donc l'entreprise continue un petit peu comme ça pendant un certain temps et voit toujours un problème récurrent qui se pose et qui vont progressivement réussir à nommer. C'est ce qu'ils vont appeler le problème de ponctuation de la décision. Donc ils vont se rendre compte qu'en fait les décisions ont tendance à traîner, à être très lentes elles sont très lentes à être prises. Et ils vont donc à partir de là se dire bon, on a un problème puisqu'on a des binômes leaders finalement qui acceptent de jouer le rôle de coach, le rôle de leader dans l'organisation pour essayer de faire avancer des problèmes, etc. Mais ces mêmes leaders finalement se refusent de ponctuer toute décision. Et vraiment, pour l'avoir vécu, pour avoir beaucoup été dans cette entreprise, ils se refusaient de ponctuer un certain nombre de décisions parce que quand un cadre venait dans cette entreprise, quand un cadre avait fait le choix, avait déjà été cadre ou directeur d'usine de l'entreprise et qui vient dans cette entreprise Mobilwood, il vient pour expérimenter un nouveau mode de management. Donc, il voit finalement la ponctuation de la décision, l'arrêt de la décision comme l'exemple d'un management antérieur, un petit peu passéiste et qui du coup le plongerait en fait dans ses anciens jobs qu'il a quittés justement parce que il voulait expérimenter d'autres modes de management. Donc ça a été une des raisons qui a conduit en fait l'organisation au bout d'un moment à dire bon, ok. On va appeler un chat, on va renommer dans chaque équipe un manager, on va quand même continuer tous ces efforts autour du coaching et du leadership, donc avec beaucoup de formations proposées à la fois aux managers, à la fois aux équipes, et en même temps, ils ont formalisé les attendus de ce que c'était pour eux un manager, donc ils l'ont écrit, avec à la fois ce côté finalement du manager décideur en dernier ressort, et aussi le côté manager-coach qui doit faire monter en autonomie ses équipes. Et en parallèle de ça, a été mis en place dans l'organisation tout un tas d'espaces, tout un tas de dispositifs de participation. Donc l'holacratie en tant que telle, en fait, apporte, une fois qu'elle est adoptée, des processus assez lourds de réunion et de prise de décision par consensus. Et ce qu'a fait l'entreprise, ce qu'a fait Mobilwood, c'est qu'ils en ont rajouté. Donc ils ont rajouté beaucoup d'espaces de réunion informels, d'espaces de partage d'informations informels, de ce que faisaient les équipes, les unes les autres. Et ils ont aussi mis en place des nouveaux axes stratégiques qui sont aussi partis, entre guillemets, de la base, enfin, qui sont partis sous un mode beaucoup plus participatif. Donc, et pour conclure, moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans cette entreprise, et ce qui continue beaucoup de marquer d'ailleurs, c'est le fait que finalement, on a des managers qui se retrouvent un petit peu coincés dans un dilemme. Un dilemme finalement, ils voient bien que pour prendre des décisions, parfois il faut ponctuer, il faut décider, et en général parce que personne n'a envie de le faire et parce qu'il y a aussi un caractère d'urgence qu'il nécessite. Quand un client a besoin de son agencement, il faut le faire, quoi. En général, ils font des agencements de magasins en 6 semaines. Donc ils en ont pas 7, pas 8, ils ont 6 semaines, parce que sinon le magasin n'a pas ses mobiliers, il ne peut pas ouvrir. Donc après, c'est une perte sèche pour le client, donc c'est-à-dire qu'il ne fait plus appel à l'entreprise. Donc ils ont cette posture-là qu'ils doivent adopter pour faire avancer le travail et pour faire entrer du chiffre d'affaires et pour la pérennité de l'entreprise. Et en même temps, ils ont une forte envie de faire monter en autonomie les équipes. Et il y a dans ce dilemme, voilà, il y a 2 postures à avoir et ces postures ne sont pas forcément solubles les unes avec les autres, du moins dans la tête des managers. Voilà. Merci beaucoup. Donc avant de passer la parole à la salle, j'aurais aimé poser une question complémentaire à chacun d'entre vous. Je vais commencer par vous, Mathieu. Du coup, il semblerait, d'après votre discours, qu'il y a eu un retour des managers. Et malgré ce retour, si j'ai bien compris, Mobilwood n'a pas complètement abandonné l'holacratie. Quels éléments, quels dispositifs de l'holacratie ont donc été gardés et pourquoi ? Donc effectivement, cette entreprise a gardé pas mal de dispositifs, de processus qui étaient liés à l'holacratie.
Alors, je vais un petit peu rentrer dans la technique, mais enfin, je vais essayer de faire simple, mais ils ont gardé en gros cette idée de définir l'entreprise à partir de rôles, à partir de tâches à effectuer, et de rendre ces tâches et ces rôles visibles, c'est-à-dire inscrites dans un logiciel de suivi qui permet de savoir un petit peu en temps réel qui fait quoi, comment. Et ils ont également gardé un petit peu tout ce qui est ce qu'on appelle dans le jargon lacratique, tout ce qui est facilitation de réunion et tout ce qui consiste en gros à faire fonctionner l'intelligence collective. Donc toutes les techniques de libération qui sont mises en place durant les réunions dans l'holacratie et qui visent en fait à délibérer le plus rapidement possible. Donc toutes ces techniques-là, ils les ont gardées. Merci beaucoup. Aliette, j'aurais bien aimé que vous reveniez sur un des premiers points que vous avez évoqués dans votre présentation. Au final, selon vous, qu'est-ce qui est si différent dans un grand groupe par rapport à une entreprise plus petite où le dirigeant aurait plus la main mise sur la transformation ? J'imagine que, en effet, dans une PME ou dans une plus petite structure où le dirigeant a la main complète sur l'organisation du travail, sur les décisions, on n'a pas tout à fait. Enfin, voilà, les marges de manœuvre sont beaucoup plus importantes. Dans un grand groupe, on a comme je le disais tout à l'heure, on a des règles et des politiques et des processus définis au niveau RH, au niveau finance. Chez Orange, je ne vais pas décréter que le processus budgétaire n'a plus lieu ou que je recrute les gens comme je le souhaite au salaire que je souhaite, etc. Donc il y a certaines règles qui sont immuables et non négociables. Et je pense que, c'est ce que je disais tout à l'heure, un des points de départ, c'est d'être très très clair sur ce qui va être ouvert à discussion ou ouvert à plus d'autonomie et ce qui est juste non négociable. Et donc dans ce cadre-là, je pense, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, qu'on n'a pas trop le choix dans un grand groupe sur la manière de procéder, c'est-à-dire qu'on est obligé de fonctionner par petits pas et par expérimentation. On a aussi, voilà, j'écoutais avec intérêt l'exemple de Mathieu, ces allers-retours par exemple, ces tests à grande échelle, dans le contexte que moi j'ai vécu, où on doit faire tourner des réseaux et où on a des objectifs de performance très clairement suivis. Si on plante un semestre en termes de performance, ce qui va se passer, c'est que clairement quelqu'un va venir vous voir et vous expliquer que vous pouvez aller travailler ailleurs, et donc l'expérimentation, elle va s'arrêter là. Donc on est obligé d'une certaine manière, même si il faut prendre des risques et il faut remettre en cause les modes de fonctionnement, et il y a un moment où il faut passer de l'énergie et du temps sur ces sujets, on est obligé d'y aller plus, à mon sens, par petits pas. Et à chaque étape des petits pas, faire un retour sur l'expérimentation, valider ou pas les hypothèses et donc valider ou pas que ce qu'on a testé ça a fonctionné, et puis décider d'élargir l'expérimentation, de faire tache d'huile ou pas, et d'y aller comme ça par étapes. Et il y a aussi un aspect culturel qui est non négligeable, c'est que en tant que dirigeant, en tant que manager, dans un grand groupe, on se situe dans une culture globale. Aller radicalement vers plus d'autonomie des équipes, c'est aussi d'une certaine manière s'exclure de la culture dominante. C'est donc être différent, être à côté de la communauté. Et on peut se permettre de le faire. Hein. L'agilité, par exemple, est très à la mode aujourd'hui dans les grands groupes. Donc, d'une certaine manière, c'est aussi prendre le sens du vent que de se lancer dans ce genre d'expérimentation. Mais si on va trop loin, on s'exclut de la culture dominante. Donc, il y a une voie médiane à trouver. Et cette voie médiane, à mon sens, c'est d'arriver à réconcilier la performance économique avec la satisfaction des salariés et la satisfaction des clients. Et en fonctionnant par expérimentation, étape par étape, je pense qu'on peut construire ce chemin-là avec toutes les parties prenantes. Mais c'est un exercice parfois périlleux. Merci beaucoup. Pour rebondir à ce que vient de dire Aliette, Jean-Yves Bonnefond, dans l'entreprise délibérée que vous défendez, finalement, quelle doit être la place des indicateurs de gestion, des outils de suivi de la performance ? Est-ce qu'ils vont être amenés à être moins nombreux, à prendre une nouvelle forme, à disparaître grâce à l'émergence des espaces structurels de délibération ou non ? Franchement, j'en sais rien. Franchement, je suis pas sûr que ce soit
d'ailleurs là aussi une préoccupation centrale. Peut-être qu'en tout cas c'est un moyen de s'en affranchir un petit peu pour ceux qui font le boulot, ceux qui l'encadrent et ceux qui le dirigent. Je pense, enfin si j'essaye, ce qui est un exercice vain, hein, mais si j'essaie de me déplacer du point de vue d'un directeur d'usine, il a des indicateurs, j'allais dire presque en temps réel sur ce qui se passe dans son usine, avec des institutions du dialogue et de délibération sur le travail, avec, j'allais dire, des indicateurs fabriqués par les opérateurs eux-mêmes, puisque vous avez des listes, vous avez des référencements de problèmes, une criticité des problèmes qui sont formalisés par les opérateurs. Donc, j'allais dire, les indicateurs, ils doivent, pour nous, en psychologie, en tout cas, si l'indicateur devient le but, alors c'est dangereux. Hein. L'indicateur, ça doit être toujours l'instrument, pas la chose. Donc, je pense qu'il y a une instrumentation qui peut se développer sur la qualité du travail, beaucoup plus en prise avec le réel, si, et seulement si, on accepte cette idée que quelle que soit l'organisation d'ailleurs, hein, elle n'arrivera pas à régler tous les problèmes qu'elle se pose et que le monde lui pose. Donc il y a du résidu, il y a de l'inefficacité toujours là. Il y a des résidus qui sont de l'énergie perdue. Et ça, quelle que soit l'initiative managériale, ça fabriquera des limites. Et donc, ce qu'il faut, c'est quelles sont, je reviens sur ce que je disais avant, quelles sont les forces de rappel que l'organisation fabrique pour assumer ses propres conflits et pas refouler les problèmes. Et vous savez, enfin moi je pense en psychologue, le refouler, c'est en vérité, on a beau refouler, ça fait pas disparaître. Hein. Et en psychologie, en plus, ça tape à la porte. Ça fait toujours retour, le refoulé. Et l'histoire sociale dans laquelle on est, elle me rappelle ça. C'est-à-dire, on est en train de faire... excusez-moi, je pense encore en psychologue, mais là, j'ai presque l'impression d'incarner le retour du refoulé, quoi. C'est-à-dire, comment ça se fait que on va pas plus loin de ce côté-là. Je pense... Je vais revenir sur un point. Quand même, l'histoire de l'initiative, l'expression des salariés, etc., c'est encore une fois pas récent, et ça a même été chez nous en France, puisqu'on a une singularité française, ça a été indiqué, ça a même été jusque dans la loi. Oui, donc franchement, il y a un équipement, quoi, de base. Et ben malgré tout ça, franchement, 10 ans après, c'est pour ça que je me permets de lire, 10 ans après les lois Roux, un rapport parlementaire avec le député Coffino à la tête qui signale, c'est assez intéressant quand même, il impute les difficultés au fait que l'animation est réalisée par la hiérarchie directe, mais pas seulement, hein, encore une fois, et, je cite, faute de moyens, de temps et de moyens nécessaires, les salariés ne peuvent préparer les réunions, il est donc difficile au groupe de résoudre ces conflits latents avant la réunion. Les participants préfèrent donc se censurer plutôt que de mettre en péril, pour un résultat aléatoire, la cohésion du collectif. Il en résulte un consensus de façade. Voilà. Alors, je veux dire, si on pense qu'on va éviter à nouveau les choses sans penser structurellement, organisationnellement, comment on fabrique des forces de rappel avec l'énergie de ceux qui, au chevet du malade, au poste à l'usine, quelles que soient les organisations en bout de course, finalement se retrouvent avec l'ensemble des problèmes que la structure fabrique, quelle que soit sa latitude organisationnelle. C'est pour ça que pour moi, d'ailleurs, parler de l'autonomie, c'est toujours un peu dérangeant pour moi, parce que je pense que ce dont souffre d'abord, et encore une fois, moi c'est plutôt ça que je rencontre dans ma clinique du travail, c'est que les gens souffrent d'abord de l'inefficacité de leur activité et du désengagement des organisations. On est tout le temps en train d'entendre parler
Ils sont pas assez engagés. Comment? Mais moi, ce que je sais du travail clinique que je fais en psychologie et les collègues qui le font comme moi, c'est qu'on découvre toujours de l'énergie ravalée, du pouvoir d'agir amputé. Donc, et ça, bien sûr, ici et là, on a toujours des managers de grande qualité qui sont capables de faire bouger l'organisation, d'avoir des trésors d'ingéniosité qui leur viennent de leur histoire, de plein de choses qui permettent de faire bouger des lignes, mais franchement, ça résiste. Enfin, c'est quand même une sacrée histoire de se dire que ça va faire structurellement bouger les choses. Ça va pas faire le compte, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Parole à la salle. Mathilde, tu peux choisir. Merci beaucoup. Ça va le son du micro là, c'est pas trop fort. Ok, super. J'ai une question pour Anne-Sophie Dubé sur l'expérimentation pas Anne-Sophie Dubé, Aliette Mounier-Lompré pour l'expérimentation chez Orange. Vous disiez que vous étiez inspiré d'holacratie à pas mal d'égards. Je voulais savoir par rapport à un grand groupe comme ça, qu'est-ce qu'on peut prendre d'holacratie sur tout ce qui est gouvernance. Je pense en fait notamment à la capacité des salariés en réunion de gouvernance à finalement définir les rôles, c'est-à-dire que vous disiez qu'en tant que quelque part manager au premier lien, vous allouez le pouvoir de décision à qui vous souhaitez, vous allouez les rôles aux collaborateurs que vous souhaitez, mais ces collaborateurs, ils sont théoriquement en capacité de reshaper, de redéfinir ces rôles. Comment ça, c'est possible? Est-ce que vous l'utilisez dans un groupe qui évidemment est très strict en termes de fiches de poste et d'organisation? Juste pour les prochaines questions, est-ce que vous pouvez dire 2-3 mots d'introduction sur qui vous êtes? Oui, bien sûr. Alors désolé, je m'appelle Adrien Grunblatt. Je suis consultant et coach dans un cabinet qui s'appelle OnePoint. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je vais essayer de répondre à la question sans rentrer trop dans la technicité de l'holacratie, mais en gros, la première étape qui est la plus simple, en tout cas que moi j'ai trouvé la plus simple, c'est de partir du constat qu'il y a trop de décisions centralisées au niveau du manager ou du dirigeant, et donc que ça fait goulot d'étranglement, que c'est pas efficace, que ça libère pas les énergies au niveau de toute l'équipe, que donc c'est pas satisfaisant. Donc la première étape, c'est de se dire, on va repérer certaines décisions, certaines zones de responsabilité, et on va explicitement les allouer à d'autres personnes. Donc on décide que sur tel sujet, donc encore une fois moi j'étais dans une entité technique, donc sur tel sujet, la construction du réseau dans tel domaine, ce sera plus moi, ce sera Monsieur Dupont. Là déjà on rencontre des premières problématiques qui sont que Monsieur Dupont il est peut-être 1, 2, 3 niveaux hiérarchiques en dessous de moi et que donc il n'a pas forcément la légitimité pour prendre les décisions qu'on lui demande de prendre, même si probablement si on lui a demandé de prendre cette zone de responsabilité, il a l'expertise et la compétence pour le faire, mais il a probablement pas la légitimité. Et une des premières choses qu'on voit apparaître, c'est des conflits dans l'organisation, les fameux conflits refoulés qui ressortent. Ça a été radical, hein, moi je l'ai vécu, donc j'ai d'abord mis le feu à mon équipe les premiers mois. Les conflits ressortent parce que tout le monde va commencer, avant c'était le chef qui prenait la décision, donc en gros tout le monde, personne trop ne bougeait. Là Monsieur Dupont qui commence à prendre des décisions, il y a tout un tas de monde dans l'organisation qui va expliquer qu'ils sont pas d'accord, que c'est scandaleux, et là va ressortir la question des rôles. C'est-à-dire que dans un deuxième temps, vont émerger toutes ces questions autour du fait que finalement les rôles et les zones de décision, les zones de responsabilité n'étaient pas si claires que ça. On a des fiches de poste, mais en fait, concrètement, savoir qui décide quoi, on ne sait pas bien. Et donc, c'est le manager et le responsable hiérarchique in fine qui décident. Et donc, on peut à ce moment-là rentrer dans une discussion beaucoup plus ouverte, beaucoup plus franche et directe sur les problématiques autour des rôles, le fait que les rôles sont mal définis, et on commence à décortiquer les rôles sur, voilà, Monsieur Durand, lui, sa fiche de poste dit qu'il est responsable technique de je sais pas quoi. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement en termes de rôle et en termes de décision? Et une fois qu'on est rentré dans ce niveau de discussion, qui prend encore une fois beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, qui fait ressortir des conflits, on peut commencer à se dire qu'on va réallouer différemment. Et donc au départ, c'est moi qui réallouais complètement ces rôles. À l'arrivée, dans un deuxième temps, au bout de 3 ans, j'allouais, je répartissais dans mon environnement direct, mais sur l'écran en dessous, ils arrivaient à avoir ce type de discussion. Alors c'était pas parfait partout et ça dépendait de la maturité des équipes et voilà, on n'a pas avancé partout dans l'organisation au même rythme. Je crois que Michel Berry a envie de réagir. On avait par l'exposé de Mathieu Battistelli que ce n'était pas toujours possible, mais dans une très très grande entreprise, en fait on s'aperçoit qu'il y a un endroit qui va bouger, un climat local favorable va se mettre en place. Et je voulais savoir comment on fait
pour y arriver. C'est-à-dire, quand vous dites, par exemple, j'arrive, je vois que je dois valider plein de budgets, plein de décisions, j'en ai marre, je décide de plus les valider. Donc j'imagine qu'il y a un chef quelque part qui apprend, elle valide plus, puis quelques temps après, il y a le feu il y a forcément quelqu'un qui se dit, elle est folle, ou elle est trop jeune, il y a quelque chose. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à quand même continuer? Ça, c'est un peu. Et pour Renaud Flin, moi, j'en ai entendu parler de l'ancien DRH Jean Agulon, etc. C'était une expérience très importante, très audacieuse, mais il y a eu changement de DRH, il y a eu pas mal de séismes. Qu'est-ce qui fait que, malgré tout, normalement, ça aurait dû se casser la figure parce que c'était beaucoup trop. Qu'est-ce qui fait que ça a quand même duré? Comment vous avez résisté aux contre-réformes? Enfin, je sais pas, comment vous avez résisté? Je vais commencer, mais il y a quelque chose qui est un peu quand même du domaine de la foi, et il faut tenir le cap, et en effet, dans les moments difficiles, croire à son projet et se dire qu'on va avancer. Il faut arriver à convaincre. Moi, je crois beaucoup dans ce genre de situation que, je dirais, vivons heureux, vivons cachés. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai pas du tout annoncé en arrivant, je vais partir dans une expérimentation sur l'entreprise libérée, pas du tout. J'ai été très concrète sur, j'observe tel problème, je vous propose qu'on essaye de fonctionner différemment. Et sans faire de la publicité ou de la communication, j'ai fait aucune communication sur ce sujet au départ. L'idée, c'était, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Où est-ce que les salariés souffrent? Quels sont les problèmes de performance qu'on peut avoir autour de la lenteur des décisions, etc. Donc, profil bas, pas faire trop de publicité. Et puis ensuite, toujours cette question d'équilibre. C'est-à-dire que ne pas se lancer tout de suite à trop grande échelle, maîtriser les expérimentations d'une certaine manière, ou en tout cas le périmètre des expérimentations, pour s'assurer que même si on on met le feu quelque part, le reste de l'organisation globalement garde le cap, et que donc le niveau de perturbation qu'on crée n'est pas trop visible de l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui fait que ça dure à Flin? Moi, si je dois donner une réponse assez courte, compte tenu de ce que vous avez justement dit, c'est-à-dire pas mal de séismes, oui. Qu'est-ce qui fait que ça dure? Que c'est. Alors, ça c'est très intéressant parce que ça reste toujours à l'initiative de la direction, au bout du compte. Vous voyez, c'est pas anti-hiérarchique, encore une fois, parce que je dis ça parce que dans ce qui fait que ça dure, il y a cette fonction d'opérateur élu. C'est ça qui est le plus indigeste, l'expérience que je fais moi, pour avoir vécu cette histoire depuis maintenant plusieurs années, d'en parler souvent. C'est ça qui est le plus indigeste. Et y compris chez Renault, je pense que c'est compliqué, mais même si ça nous a pas été tout à fait clairement dit, mais je sais que c'est compliqué, je peux comprendre que c'est compliqué, mais c'est aussi très intéressant de voir que c'est pas compliqué pour l'usine, y compris pour les 3 directeurs qui s'y sont succédés. Eux, ils n'ont pas ce problème que je peux pas tout à fait qualifier parce qu'on nous l'a jamais vraiment formulé. Mais il y a des opérateurs référents élus sur les lignes. Et cette idée-là, elle est née vraiment du contexte, de la complexité de faire sortir des opérateurs, du fait que, encore une fois, s'il fallait miser uniquement sur l'opérateur senior pour s'intéresser aux problèmes de l'équipe, ça c'est déjà dans la prescription, c'est déjà bon, et c'est ça qui marchait. Donc, et je vais même vous dire, moi, je me souviens d'une fois, on m'a dit, Jean-Yves, si ça s'arrête, parce qu'en fait, on est parti d'une petite unité, Jean-Yves, si ça s'arrête. Si ça finit par c'est l'OPS qui va discuter avec qui on va discuter, c'est mort. Il faut que ce soit quelqu'un de l'UET qui fasse descendre l'organisation sur les problèmes et qui soit légitime. Et c'est comme ça qu'a émergé l'idée d'un délégué de classe par une des opératrices dans un comité. Donc on avait des instances. Donc ce que je veux dire, c'est beaucoup d'organisation. L'expérimentation qu'on fabrique, c'est nos méthodes d'intervention. C'est à la fois donc un engagement de direction forte sur expérimenter quelque chose, une transformation localement, et de là s'engager à la faire fonctionner et voire à la généraliser. Et à partir de là, nous, ce qui a émergé, cette fonction d'opérateur référent désigné par ses pairs, qui est mandaté donc par le collectif, y compris
70% d'intérimaires. Faut mesurer ça aussi, la structure d'emploi. Vous avez même eu des référents intérimaires, c'est-à-dire des gars mandatés pour aller porter des sujets au nom du fait que, comme de toute façon, ça fait 15 ans qu'ils sont intérimaires, qu'en plus ils ont fait du PSA, qu'ils ont fait du Toyota, et qu'ils sont pas sur les postes les plus tranquilles. C'est des gars, ils savent aussi de quoi ils parlent. Et donc vous voyez, un primat du réel sur le rapport social. Parce que la division technique hiérarchique dont on a absolument besoin, elle crée, encore une fois, elle peut pas faire autrement que refouler. Une usine, toute organisation a besoin d'être efficace, de performance, il faut décider, il faut agir. Il y a une voiture par minute, et agir, franchement, c'est inhiber, c'est pas que faire, c'est inhiber des tas de choses, c'est écarter, c'est s'aveugler même souvent, agir. Pour pouvoir être efficace, et franchement, il faut regarder que là, quoi. Pas ailleurs. Bon, mais sauf que le ailleurs, il disparaît pas pour autant. Et quand on est en bas de la hiérarchie, et que vous savez que il n'y a jamais un seul point de vue possible, que le réel est toujours plus compliqué que ce que la prescription veut bien en dire, vous avez un bazar ambiant, et ça, il faut une énergie là qui est disponible. Voilà. Pourquoi ça dure? Parce que c'est câblé sur cette énergie-là, qui est d'abord une quête d'efficacité, franchement, pouvoir traiter les problèmes, pouvoir en discuter avec ses collègues, pouvoir en discuter avec sa hiérarchie, c'est le premier critère. Et que ça se soit claveté, j'allais dire, pour parler comme les industriels, jusqu'au dialogue social avec des syndicats qui en coopération avec la direction se battent pour que la chose dure, pour que les problèmes qui résistent aux traitements locaux aillent jusqu'à interpeller d'autres niveaux au niveau groupe, entreprise, etc. Je pense que ça, c'est vraiment, enfin, c'est pas que je pense, je sais que ce serait mort si on n'avait pas les référents, et si on n'avait pas le processus industriel tel qu'il a été fabriqué avec les agents, avec les opérateurs, avec le chef d'atelier de l'époque, présenté en comité de pilotage, vous aviez syndicat, direction, franchement, c'est pas amusé tous les jours, hein, je vous rassure, hein, c'est pas du rêve. Mais derrière, ça fabrique beaucoup plus d'unités, que cette conflictualité-là assumée par l'usine, ça fabrique de l'unité et ça fabrique de l'efficacité, mais ça suppose de supporter l'idée que des opérateurs de base n'est pas à discuter qu'avec leur agent de maîtrise, qu'à un moment donné, ce qui coince dans les tableaux et ailleurs, ce qui pose des problèmes techniques dans lesquels ils sont pris, ils puissent peser dans des instances de management de la qualité, qu'ils puissent aller jusque siéger dans la commission tripartite. Donc vous voyez, vous avez un troisième terme au dialogue social. Nous, on a même la petite prétention de se dire, bon sang, à l'heure où on est dans nos relations professionnelles en France, notre dialogue social en France, là, il y a quand même il y a quelque chose, à l'heure où il faut réinventer le CSE et tout, il y a quand même si on fait rentrer, on l'a vérifié nous, si on fait rentrer de nouveaux destinataires dans le dialogue social, qui sont ces représentants du travail, là, juste à ce qu'ils font, hein, ça fait bouger les lignes du dialogue social, mais il faut supporter ça. Et quand je vois, par exemple, vous l'avez peut-être entendu parler, Merci, je vais juste prendre d'autres questions de la salle, c'est passionnant. Peut-être au fond... Merci beaucoup. Moi, je suis Thierry de Mazencourt, je travaille à IMT Minales. Et j'avais une question pour Madame Mounier-Lompré à propos des évolutions de carrière. Parce que dans un groupe comme Orange, je suppose qu'on vient travailler dans votre unité et puis après, on va dans une autre unité, etc. Et donc, il y a tout un processus qui doit s'inscrire et auquel les gens, enfin, votre équipe doit être sensible d'une manière ou d'une autre. Et je voulais savoir, donc... est-ce que ça, ce sont des règles auxquelles vous avez commencé à toucher? Et si oui, comment? Et sinon, si vous êtes resté dans les règles du groupe, parce que c'est peut-être pas facile à bouger comme ça, comment vous inscrivez vos nouveaux principes de management dans les systèmes contraints actuels? Merci. Alors, on a très peu touché de manière générale aux règles groupe RH, parce que justement, on n'avait pas cette latitude-là. Les parcours de carrière au sein d'Orange, ils sont quand même relativement libres, donc il n'y avait pas non plus particulièrement de contraintes.
Par contre, ce qui s'est passé, c'est que d'un point de vue du droit du travail, on est obligé de garder une structure hiérarchique avec, en effet, des managers, des collaborateurs et un organigramme très très structuré. Donc ça n'a pas bougé. Si vous allez sur l'organigramme, sur l'intranet du groupe et vous cherchez l'organigramme de l'équipe, vous aurez un organigramme très structuré, comme on le trouvait dans les années 1910, au début du XXe siècle. Et en parallèle, on a créé une sorte d'organisation miroir, une shadow organisation qui était dans un outil prévu pour ça, avec nos cercles holacratiques, nos rôles. Et donc on a créé une sorte de doublon à côté. Et ensuite l'équipe a vécu comme ça. Et donc il y a certaines personnes à qui ça convenait pas. Donc dans la logique d'expérimentation, on a imposé à personne de partir sur des expérimentations. Donc je me suis toujours appuyée sur les volontaires, les gens qui étaient enthousiastes, toujours dans cette logique de se dire qu'on allait pouvoir faire tache d'huile et plutôt faire levier sur les gens qui avaient envie d'y aller. Et puis, il y avait certaines personnes à qui ce mode de fonctionnement-là ne convenait pas du tout. Et assez naturellement, ils ont fait des mobilités vers d'autres endroits dans l'entreprise. Et on s'est plutôt mis à attirer les gens qui voyaient ça d'un bon œil. Parce qu'au début, on a fait ça un peu sous le radar, ça s'est pas trop vu. Et puis, au bout d'un moment, au bout de 12-18 mois, il y a des gens qui ont commencé à se pencher sur ce qui se passait. Et puis, ça a fait venir aussi de nouveaux profils dans l'entité qui avaient beaucoup plus cette fibre-là et qui avaient envie de tester. Peut-être une question pour Mathieu Battistelli. Merci. Peut-être plusieurs questions. Alors, 2-3 questions à la fois. Bonsoir. Brigitte Nivet, je suis enseignante et chercheuse au groupe ESC Clermont. Je suis avec Sophie Marmora, qui est également enseignante-chercheuse, et nous avons cofondé en 2016 un programme de recherche People qui observe justement ces transformations d'entreprise. Nous avons 4 ans de recul, nous avons investigué des très grandes entreprises sur le territoire auvergnat et aussi des petites entreprises. Et chaque fois, nous avons été surpris, et là, peut-être que ce n'est pas assez ressorti, mais peut-être vous allez me contredire, sur la dimension création d'un récit, dimension imaginaire, et qui est vraiment très très évidente si on veut mobiliser les acteurs. Et ça vient bien sûr des directions et des dirigeants, mais pas seulement, c'est-à-dire que là on va retrouver aussi de la part des managers ce rôle de créateur de sens, de passeurs sociaux, de pédagogues, et tout ça va se faire avec un investissement considérable en coaching, en formation. C'est extrêmement coûteux, c'est un investissement mais vraiment énorme, que ce soit dans les très grandes ou les plus petites. Et donc je voulais savoir si dans les expériences que vous relatez, que ce soit Mathieu ou Aliette, vous avez aussi cette obligation de créer un imaginaire, de créer un récit, d'être des porteurs de sens pour les managers ou les leaders qui s'investissent dans ces projets. Une autre question. Monsieur devant. Je m'appelle Rivelyne, je suis professeur de gestion dans cette école. Je tiens à souligner l'intérêt extrême de la présente réunion. Les témoignages des praticiens sont toujours d'une richesse grisante. Je crains toutefois que le débat soit plombé par des considérations sentimentales. L'entreprise libérée est une expression qui me donne des boutons. Parce que libérer, c'est mieux que esclave, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui préfèrent qu'on leur dise quoi faire plutôt que d'avoir à le trouver eux-mêmes, parce que ça leur donne des maux de tête. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. J'enseigne infatigablement que la santé d'une entreprise est caractérisée par une harmonie acceptable entre 4 sortes de réalités. Les réalités techniques, les réalités humaines, les réalités organisationnelles, les règlements et la culture. Il faut qu'il y ait une agréable harmonie entre ces 4 niveaux, et de ce côté-là, toute l'économie, toute la vie collective est considérablement modifiée depuis peu d'années. Et se dit de 3 manières. D'abord, les connexions. Tout le monde sait tout sur tout. Un gamin dans une cour d'école sur son iPhone, il tient la terre entière. Donc, tout le monde sachant tout sur tout, les hiérarchies ne sont plus les mêmes. Parce que jadis, le chef avait plus d'informations que les humbles. Maintenant, c'est pas vrai. Tout le monde sait tout. La deuxième chose, c'est l'accélération. Probablement une conséquence du premier facteur.
Tout bouge à toute vitesse. Conclusion, il vaut mieux qu'aller vite, et pour aller vite, il vaut mieux que c'est celui qui constate la modification qui prenne la décision seul, sans avoir à se référer à une hiérarchie. Et le troisième point, c'est le formidable élévation du niveau d'éducation. C'est-à-dire que les humbles en savent beaucoup plus et comprennent beaucoup plus de choses que dans le temps. Tout cela converge en effet pour donner de plus en plus d'autorité à la base, parce que les choses vont vite, parce que les choses se savent et parce que les gens savent lire. Merci. Dernière question pour monsieur qui a le micro et ensuite on conclura. Bonsoir, Benjamin Duban. Je suis fondateur d'une spin-off d'un centre de recherche en gestion de l'école des mines il y a 5 ans maintenant, spécialisé dans le management de l'innovation. On a mis en place beaucoup de choses chez nous qui font écho à ce que vous présentez là ce soir. Et on a constaté, nous, quelque chose qui chez nous est extrêmement marquant, et je veux savoir si ça fait écho pour vous. On a constaté que plus on va vers une autonomisation, une responsabilisation des gens de nos équipes, plus on a un écart de performance colossal qui se crée entre ceux qui ont une connaissance de soi très élevée, très avancée, qui ont fait un travail sur eux-mêmes, sur leurs peurs, sur leurs angoisses, sur leur cheminement dans la vie. Et ça pose pour nous la question de quel est le rôle de l'entreprise dans le développement des personnes au-delà de la sphère professionnelle, peut-être même travailler sur eux-mêmes, travailler sur leur compréhension d'elles-mêmes. Et du coup, nous, on s'est beaucoup engagé là-dedans ces dernières années, et je voulais savoir si c'est quelque chose que vous avez ressenti dans vos différentes expériences. Alors, dans le cadre du terrain que j'investigue, effectivement, ces questions de coaching, de développement personnel, de leadership sont extrêmement présentes. C'est beaucoup porté par la direction. Il y a quasiment une dimension mystique à ça, c'est-à-dire de comprendre un peu quel est le rôle de l'entreprise dans le monde, de quelle mission elle peut avoir. Donc ça fait aujourd'hui, d'ailleurs, l'entreprise investit beaucoup dans les questions de mission, qui est un concept cher aux mines aussi. Et effectivement, tout ça, c'est un coût qui est assez énorme, et à tel point que l'entreprise aujourd'hui en fait internalise cette fonction-là. Puisque aujourd'hui, ce sont les dirigeants, ce sont les managers, ce sont des opérationnels qui font la demande de se former eux-mêmes à ces techniques-là. Et une fois finalement que le salarié devient coach, ensuite il se met au service de n'importe qui dans l'entreprise qui en fait la demande, soit parce qu'il veut organiser une réunion, soit parce qu'il veut informer ses équipes, soit parce qu'il veut faire le point sur son avenir professionnel. Donc il y a vraiment ce côté effectivement investissement massif, mais qui est internalisé par l'entreprise. Donc en effet, sur la question de la connaissance de soi et du coaching, je suis complètement en phase avec ce que vous disiez, et j'ai pu observer, et c'est ce qu'on a fait, que la transformation nécessitait en parallèle un investissement très important sur du coaching, que ce soit du coaching personnalisé ou du coaching d'équipe. Et on voit dans certaines circonstances des déclics personnels qui peuvent se produire, avec des répercussions parfois sur la vie personnelle des gens, oui, des mouvements, enfin des gens qui vont bouger à titre personnel, voilà. Et pour répondre à la question sur la création du récit, de l'imaginaire et finalement de tout le discours qu'il y a autour de ces transformations, oui, là aussi, pour parler de mon expérience personnelle, moi j'étais dans un contexte où donc une équipe, encore une fois, une équipe réseau technique, avec des gens qui avaient été finalement des stars du réseau pendant des années. On est aujourd'hui sur des ruptures technologiques très très fortes, où en gros, pour faire simple, le réseau devient logiciel et les technologies changent très très vite et nos métiers changent très très vite. Et donc beaucoup de gens qui étaient en perte de sens et surtout en perte de fierté, qui perdaient leur identité professionnelle. Et autour de ça, on a pu reconstruire finalement, et ça nous a pris beaucoup de temps pour co-construire ça, je dirais collectivement, mais on a pu reconstruire un projet collectif autour de l'idée que finalement, si on était ensemble, c'était pas seulement pour atteindre le budget de la fin d'année et générer tant d'EBITDA pour l'entreprise, mais c'était aussi pour finalement construire ensemble un avenir pour tout le monde dans l'équipe, et qu'on voulait laisser personne au bord de la route, et que nos métiers allaient changer, les technologies sur lesquelles on travaillait allaient changer, que demain l'intelligence artificielle, l'automatisation allait balayer tout un tas de métiers d'exécution, et que donc justement c'était autour de cette notion d'autonomie, cette notion de montée en compétences à la fois individuelle et collective, qu'on allait pouvoir
garantir un avenir à tout le monde. Et donc on a construit un récit et toute une ambition autour de ça. Et ça a beaucoup porté, ensuite, c'est donné du sens à toutes les transformations qu'on a mises en place au quotidien, qui demandaient encore une fois des efforts, de l'énergie, de la remise en question personnelle et collective. Merci beaucoup, merci aux intervenants pour vos présentations et à la salle pour la richesse de vos remarques et vos questions. Je vais passer la parole à Thierry Veil pour conclure cette conférence. Merci. Merci. Je sais que vous êtes très frustrés parce qu'il y a des tas de questions auxquelles on n'a pas pu répondre, mais rassurez-vous, il y a une deuxième mi-temps qui est le cocktail où vous pourrez aborder tous nos intervenants et discuter avec eux de ce que vous n'avez pas eu le temps de traiter. Je ne vais donc pas vous retenir. Je voudrais surtout remercier tous les intervenants de la première comme de la deuxième table ronde. Je voulais remercier aussi toutes les entreprises qui ont pris le risque d'expérimenter des modes de management différents et qui ont pris un deuxième risque qui était d'accueillir des chercheurs pour venir observer ces modes de management. Donc, si vous avez compris quelle est la bonne manière de responsabiliser les salariés dans l'entreprise, on a complètement loupé notre coup. Si vous êtes encore plus convaincu en arrivant qu'il y a des tas de manières de le faire, qu'il faut prendre en compte les contraintes spécifiques de l'entreprise, sa culture, son histoire, les personnes qui en font partie, mais que malgré tout, il y a des tas de choses inspirantes dans ce qu'on a entendu. Là, on n'aura peut-être pas si mal bossé. Donc ceci n'est qu'une première étape. On vous a présenté la première partie de nos travaux. Pour certains, ce n'est qu'un début. On va continuer à travailler longtemps sur le sujet. Anne-Sophie commence tout juste sa thèse, il y en a encore pour 3 ans, donc on va avoir des tas de résultats. Et on vous signale que vous pouvez tous y participer, y contribuer. On a une plateforme ouverte. Sur notre site web, vous trouverez un certain nombre de résumés sur les entreprises qu'on a vues. N'hésitez pas à intervenir, n'hésitez pas à nous envoyer des témoignages, n'hésitez pas, un certain nombre de gens comme Mathieu sont en train de le faire, de proposer des cas sur notre cas. Qu'on mettra sur notre plateforme à la disposition de tous. Je précise aussi qu'on va probablement lancer à l'automne un séminaire mensuel sur des témoignages orientés sur le sujet d'aujourd'hui, comment donner plus de responsabilité aux gens avec des partenaires prestigieux que je ne peux pas encore citer aujourd'hui. Voilà, je ne vais pas vous retenir plus. L'itinéraire pour aller à la salle du cocktail est un peu compliqué, donc suivez les indications que vous donneront les charmantes personnes à l'accueil qui vous guideront dans l'itinéraire. Et donc je rappelle que l'Acadie va bientôt organiser un autre événement autour l'écologie est-il soluble dans l'industrie dans les semaines qui viennent. Donc merci à nos intervenants, merci à vous tous de participer et merci aux entreprises qui nous ont accueillis.